Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Pierre-Franklin Tavares, philosophe, du politologue aussi Dianzia Horis Bongoulou et de notre éditorialiste Alfred Chango. Tout de suite, le grand angle. L'Afrique du Sud est plongée dans le noir depuis maintenant 4 jours. Eskom, qui produit 95% de l'électricité du pays, tourne au ralenti. La grande entreprise publique d'électricité explique cette situation par des problèmes de maintenance, des délestages à 3 mois des élections générales dans le pays le plus industrialisé du continent africain. Une situation de plus qui illustre la débâcle finalement des entreprises publiques. Les précisions de Solange Dubois. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos œufs d'énergie dans le même panier. Et ça ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020. Alors l'Eskom qui ne parvient donc plus à assurer la demande. Alors cette entreprise, c'est aujourd'hui plus de 30 milliards de dollars de dettes. Dianzia Horis Bongoulou, c'est l'avenir du groupe qui est actuellement en jeu? Oui, je peux dire l'avenir du groupe et aussi le système de capitalisme d'État qui va être remis en cause en Afrique du Sud. Et c'est quand même étonnant puisque ce pays, c'est un grand pays, un pays développé. Donc, qui dit pays développé dit pays indépendant énergétiquement. Voilà. Et la plupart des grandes sociétés du pays appartiennent à l'État. Voilà. Contrairement aux autres pays africains qui ont des entreprises privatisées. Et c'est étonnant puisque lorsque le président Ramaphosa est arrivé à la tête du pays, il a, je me rappelle sur ce plateau, entrepris une vaste opération de limogeage d'anciens fonctionnaires, oui. Voilà, pour oublier la période de pour assainir un petit peu Zuma, la période de Zuma qui a été marquée par des scandales financiers. Et on pensait que c'était une nouvelle étape qui allait permettre au pays d'avoir un souffle nouveau. Et quelques temps après, la grande entreprise Eskom qui fournit 95% de la production énergétique du pays, voilà, est en faillite. Voilà, et le pays, un pays développé comme l'Afrique du Sud, est encore soumis à des opérations de délestage. Et ce n'est pas bien pour l'image du pays. Et l'enjeu que moi je vois en dessous de ça, c'est de voir une Afrique du Sud qui appartient aujourd'hui à la population noire, qui est incapable de gérer ce pays, qui est capable de gérer les grandes entreprises du pays. Et ça, c'est un enjeu qui est réel. Un enjeu qui est réel. Une grande entreprise comme Eskom qui emploie une grande partie des Sud-Africains qui les emploient, on nous affirme que 7% et 7 centrales sont tombées en panne depuis le lundi passé. Voilà, et ce n'est pas bon pour l'image du pays. Voilà. Alors voilà, vous avez pointé finalement voilà, et on donne raison, excusez-moi aussi, on donne raison à toutes ces grandes entreprises, à la période des années 80, période dans laquelle les grandes banques comme le FMI, la Banque mondiale, nous obligeaient à restructurer nos sociétés parce qu'elles étaient mal gérées.
Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est ce dernier géant qui est en train de tomber aussi dans ces périodes de restructuration, de mauvaise gestion des entreprises d'État. Donc vous pointez, c'est l'État qui ne parvient toujours pas à reprendre le contrôle sur ces entreprises, et on le voit bien avec l'ESCOM, Alfred Tchango. Je pense que Nelson Mandela, quand il arrive au pouvoir, il a pour idée première d'abord de travailler à l'unité de toute l'Afrique du Sud. Lorsque Thabo Mbeki arrive, il veut consolider l'économie d'Afrique du Sud autour d'un certain nombre de pôles qui étaient dynamiques, et puis avec le soutien non seulement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, mais des partenaires extérieurs de l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, étaient derrière ce soutien-là. Je pense qu'évidemment, il y a des phénomènes structurels qui ont entraîné des difficultés, la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, mais je pense que l'arrivée de Jacob Zuma au pouvoir a cassé le tissu industriel d'Afrique du Sud, et puis par des politiques économiques, financières, illisibles totalement. Ce qui fait que Cyril Ramaphosa arrive, il hérite d'une situation qui est très compliquée. Donc il est d'une part censé régler tous les problèmes justement de corruption qui ont entraîné justement le départ de Jacob Zuma, de virer des fonctionnaires, des ministres qui étaient en délicatesse justement avec la gestion, et en même temps d'essayer de redresser l'économie, d'atténuer les conséquences justement à la fois de la mauvaise gestion interne, de la malgouvernance interne, et aussi des crises internationales qui arrivent. Et au fond, et puis l'horizon des élections qui se profile à l'horizon, mais justement dans cette situation très compliquée où il est obligé, il ne parle plus d'ailleurs par exemple de la redistribution des terres, de tenir d'un côté ses obligations vis-à-vis des partenaires extérieurs, et en même temps de tenter pour cette entreprise-là de dire effectivement il y a une erreur de confier 95% de la production énergétique d'Afrique du Sud à une seule entreprise. Il aurait fallu justement, petit à petit, comme ça s'est passé un peu en France, où on a découpé EDF et puis GDF, etc. Et puis on a sorti Areva aussi de là-dedans, pour permettre justement d'arriver au fond à mettre en place une entreprise privée, mais avec des capitaux publics, ça aurait pu marcher. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas vers ce modèle que l'Afrique du Sud se dirige avec l'ESCOM? Peut-être la parole à Pierre-Franklin Tavares. Écoutez, j'aimerais dire deux choses en exergue. La première, c'est qu'une entreprise privée n'est pas forcément plus qualifiée en matière énergétique qu'une entreprise publique. On a eu des privatisations assez fortes dans pas mal de pays d'Afrique, et les résultats sont identiques. Une couverture assez réduite et des délestages. Donc par conséquent, il ne faudrait pas qu'à la faveur d'une crise comme celle que vit l'Afrique du Sud, qui, rappelons-le quand même, était au seuil d'avoir l'arme nucléaire avant l'arrivée de Mandela. Donc il y a toutes les connaissances, toute l'expérience technique, technologique, scientifique et le personnel. Le drame qu'il y a là, ce n'est pas la crise de l'État, ce n'est pas la crise de la fonction publique, c'est la crise de la corruption. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand un président est corrompu, comment voulez-vous que les présidents ou les directeurs généraux d'entreprises publiques ou de grandes administrations ne le soient pas? Je pense que donc c'est une crise éthique à laquelle nous sommes confrontés. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, quand même, l'un des mouvements les plus puissants de la citoyenneté sud-africaine, je parle ici de la COSATU, cet ensemble de syndicats, a riposté, parce qu'elle se rend bien compte qu'il s'agit là de commencer à dégraisser. On crée des crises, les responsables sont arrêtés dans le meilleur des cas, ils sortent assez rapidement parce qu'ils sont corrompus, donc c'est une filière. Et puis on privatise, et là les populations s'appauvrissent. Moi, je suis partisan, parce que je pourrais citer des pays où la politique publique en matière énergétique, des pays 10 fois plus pauvres, peut-être même 1000 fois plus pauvres, ont réussi en la matière. Il suffit qu'il y ait des cadres compétents, qui ne sont pas là pour s'enrichir et qui ne sont pas là pour vendre le bien public, parce que c'est public, c'est pas privé. Voilà.
La crise aujourd'hui à laquelle nous assistons, elle est essentiellement cela, et la riposte des masses commence à s'organiser via les syndicats. Juste une petite observation. Je pense c'est très intéressant que la COSATU, justement, dont Cyril Ramaphosa a été l'un des fondateurs, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui président, se trouve confronté à cette crise et puis à cette riposte qui arrive. On l'a vu d'ailleurs en 2014 avec les événements de Marikana, où Cyril Ramaphosa, dans le privé justement, n'avait pas eu le courage, dans les mines de platine, n'avait pas eu le courage justement de dénoncer, et au fond il avait été pris à partie par les Sud-Africains. Je pense effectivement qu'on peut trouver en Afrique du Sud cet équilibre entre le public et le privé, mais fondamentalement le gros problème de l'Afrique du Sud, c'est le problème des cadres. Des cadres qui soient très bien formés malgré les universités. Depuis 1990, beaucoup a été fait, mais il n'y a pas beaucoup vraiment de cadres qui peuvent tenir justement ces entreprises-là de main de fer, mais sans céder à la tentation justement de la corruption. Oui, moi je pense que dans toute structure économique, on ne peut pas dire que la privatisation est une solution qui est plus adéquate face aux entreprises d'État, les entreprises publiques. Voilà, parce qu'en réalité, la privatisation ne réduit que le risque de la mauvaise gestion. Puisque lorsque l'entreprise est confiée au privé, tout ce qu'ils recherchent, c'est la recherche du profit. Donc ils sont obligés de gérer, de très bien gérer l'entreprise. Et raison pour laquelle la plupart des entreprises privées, il est très rare de voir qu'une entreprise privée est allée en faillite, sauf si le pays a été déstabilisé. Voilà. Sauf, non, j'ai dit qu'il est très rare. Il est très rare, sauf si le pays a été déstabilisé. Il est très rare. Donc, je pense que dans le cas de l'Afrique du Sud, cette société, en réalité, ne subit jusqu'à présent que la mauvaise gestion, la mauvaise période de l'époque Zuma. Puisque, quelles sont les raisons qui ont été évoquées? On affirme qu'il y a encore quelques semaines, l'entreprise est toujours largement endettée. 30 milliards. Oui. 30 milliards. Plus de 30 milliards de dollars. Oui, d'euros. Cela prouve que c'est la continuation peut-être de la mauvaise période Zuma. Voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Et qu'est-ce que l'ANC dit pour se justifier? Ils frôlent même au ridicule. Ils accusent même les pauvres employés dans le but de vouloir protester contre l'austérité, d'avoir la même mise, de favoriser la mauvaise gestion de l'entreprise. Or, dans une entreprise, le problème ne vient jamais des employés, mais toujours de la tête. Voilà. Moi, je pense qu'il faut garder un pôle de service public important, notamment dans ce domaine-là. C'est une tradition en Afrique du Sud, ça je tiens à le rappeler, c'est une tradition en Afrique du Sud où le système du capitalisme d'État, c'est-à-dire que l'État est d'abord le premier capitaliste, c'est-à-dire qu'il gère lui-même ses entreprises. Et je tiens à préciser que c'est ce système-là qui est en Afrique du Sud, c'est une tradition. Le mot n'est pas exact parce que le capitalisme, vous l'avez incidemment rappelé tout à l'heure, c'est la recherche du profit. Oui. Quand on mène une mission de service public, c'est tout le contraire. C'est la solidarité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut revenir sur les choses élémentaires. Il y a des pays où la privatisation n'a pas marché, et il y a des pays où la non-privatisation fonctionne bien. Il faut des cadres. Vous savez, c'est une question à la fois d'éthique, de morale personnelle, mais d'éthique publique. Quand vous avez un chef d'État qui arrive, après avoir évincé comme ça par des mécanismes internes, Thabo Mbeki, qui était quand même, quoi qu'on dise, relativement correct de ce point de vue-là. Quand on nomme comme ça, quand quelqu'un comme ça arrive au pouvoir, et qu'il commence par danser, par étaler ses femmes, ce n'est pas bon signe. C'est très simple. Justement. Voilà. Maintenant, il faut que le parti, l'ANC, au lieu de chercher des faux fuyants sur les petits fonctionnaires, qui eux-mêmes, parce qu'ils sont pris dans l'engrenage, aussi se débrouillent, et puis ils n'ont pas de modèle pertinent devant eux. Exactement. Quand le chef vole, pourquoi le sous-chef ne volerait pas? Et si le sous-chef vole, pourquoi le planton ne le ferait pas? Exactement. Voilà. Donc je pense qu'il faut, c'est une crise éthique forte à laquelle on assiste en Afrique du Sud, et pour laquelle il faut que l'État, si demain ceux qui arrivent veulent privatiser, libre choix, mais au moins qu'on ait des entreprises publiques qui fonctionnent correctement. C'est le minimum qu'on puisse demander. Oui, d'accord, mais
Moi, je me méfie des entreprises publiques au regard, par exemple, de ce qui se passe ici en France. Nous le savons. Et d'ailleurs, c'est toujours à peu près la même chose. C'était le cas d'Angleterre aussi. Exactement. Ben oui. Ça ne marchait pas. On a privatisé les rails, mais ça ne marche pas mieux. Ça ne marche pas mieux. Si, ça marche mieux que au départ, effectivement, il y avait des tensions, mais maintenant, ça s'est rétabli. Voilà, donc c'est la gestion qui importe. Exactement. Mais je crois que l'État... Le seul secteur où moi je verrais l'État demeurer en Afrique du Sud, et parce que là il y a un gros déficit, c'est l'école. La formation, la scolarité. Alors là, mettre tous les paquets donc, au niveau de l'école. Mais l'agriculture, le tourisme et des choses comme ça, même l'électricité, c'est régalien. Ils peuvent garder un pourcentage là-dedans, mais privatiser pour permettre effectivement que cette part de solidarité puisse fonctionner pour le pauvre, mais rester vraiment sur ce qui est le domaine de l'État pour le bien-être de tout le monde. Ça ne fonctionne pas très bien. La santé, exactement. Voilà, la santé. C'est toujours la même option libérale. Oui, mais et on sait que c'est pas forcément. Écoutez, on ne va pas donner le pays parce qu'il ne faut pas qu'on se fâche avec certains États. Mais non, pourquoi? Mais vous voyez que les privatisations sont toujours en Afrique. Mais c'est pour ça que je dis, ce n'est pas le modèle qui importe, c'est la qualité des hommes. Non, mais les deux, quand même, puisque c'est la qualité des hommes. Alors, difficile de trouver la qualité des hommes dans les pays. Dis-moi, Tavares. Pourquoi? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit depuis les années 80, lorsque il y a des pays où ça marche très bien, ça peut vous assurer. Lorsqu'ils ont instauré le programme d'ajustement structurel, quelle a été la faille? Donc quand ça a été la mauvaise gestion, la mauvaise gestion. Il y a d'autres pays aussi, il y a d'autres. Par exemple, au Côte d'Ivoire, toutes les entreprises d'État étaient en faillite. Mais oui, non. Et c'était le cas dans tout. C'est pas parce que le modèle est mauvais, c'est parce qu'on a à la tête des gens qui sont corrompus. Si le chef de l'État lui-même ne donne pas l'exemple, par exemple, si le chef de l'État, et je n'accuse personne, ne donne pas l'exemple, mais ça va donner des idées. Oui, non, mais je crois que c'est les deux. Oui, c'est ça. Si le directeur général de l'entreprise publique se comporte mal, ça donne des idées à toute la hiérarchie. À force de tout privatiser comme ça, une entreprise publique sur une longue durée. C'est le modèle idéal. Non, mais on n'a pas dit ça. Non, mais Tavares, on n'a pas dit que c'était le modèle idéal. Non, je ne parle pas de vous. Parce qu'on sait quand même. Vous l'avez un peu indiqué tout à l'heure. Vous l'avez, mais vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que qui se cache derrière? Alors je prends votre comparaison. Si les Noirs échouent, qui se cache derrière? En tout cas, voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les SCOM. Et on sait que le ministre des entreprises, Pravin Gordhan, parle d'une entreprise techniquement insolvable. Donc là, clairement, il a mis les pieds dans le plat. Merci beaucoup. La solution, excusez-moi, la solution serait vraiment de chercher à privatiser cette entreprise, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, puisque selon l'agence de notation Moody, l'Afrique du Sud connaîtra le délestage jusqu'en 2020. Oui, mais ça ne date pas de maintenant. Ça date l'image d'un des pays les plus puissants économiquement du continent africain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Dianzia Oris Bonhoulou. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci à vous également, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Alfred Tchango. Merci beaucoup. Merci infiniment, Zara, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, vendredi. Très bonne soirée. Merci.